Chaque année, plus de 1,2 milliard d'articles de mode sont fabriqués à partir de laine, une matière qui semble simple, mais qui a su conserver sa place dans l'industrie depuis des siècles. Mais qu'est-ce qui rend cette fibre si durable? Derrière chaque pull, chaque écharpe ou manteau épais se cache un processus à la fois complexe et méticuleux. Sous sa surface douce se déroule une véritable chaîne de transformation. La laine est tondue, lavée, cardée, filée, puis enfin tissée pour devenir un tissu. À chaque étape, le don brut de la nature est affiné par le savoir-faire humain et la technologie moderne. Des pâturages balayés par le vent aux usines qui fonctionnent jour et nuit, une vérité demeure inchangée. La laine transforme ce qui semble ordinaire en un matériau capable de soutenir toute une industrie mondiale de la mode. Après des siècles d'existence, elle reste une pierre angulaire du textile mondial. Chaque année, plus de 2 milliards de kilos de laine sont récoltés dans les vastes pâturages d'Australie, de Chine et de Nouvelle-Zélande, trois nations qui, à elles seules, fournissent plus de 60% de la production mondiale. Depuis d'immenses exploitations couvrant des milliers d'hectares, cette matière première rejoint les chaînes de production pour devenir des pulls, des écharpes, des tissus d'ameublement ou des isolants haute performance. La valeur économique de cette industrie dépasse les 80 milliards de dollars par an, en incluant les fibres brutes exportées et les produits textiles finis. La Chine est aujourd'hui le plus grand transformateur et consommateur de laine, tandis que l'Australie domine dans la production de laine fine et de haute qualité. Mais au-delà du commerce, la laine incarne l'une des fibres naturelles les plus renouvelables au monde, un lien durable entre nature et technologie, et un pilier de la mode durable dont l'histoire s'étend sur des millénaires. Le voyage de la laine débute dans les immenses pâturages ouverts de Nouvelle-Zélande et d'Australie, où les éleveurs gèrent leurs troupeaux selon des normes strictes afin de garantir une toison propre et homogène. Chaque ferme sélectionne ses races selon ses objectifs. Le mérinos pour des fibres ultra fines, le romney ou le corridal pour des brins plus longs, solides et faciles à tisser. Chaque mouton est identifié, enregistré, avec des informations précises sur son âge, sa santé et le rendement de sa toison. Les troupeaux broutent de façon rotationnelle, afin de préserver la fertilité des sols et d'éviter le surpâturage. Leur alimentation, enrichie en foin, en céréales et en minéraux, favorise une laine épaisse, uniforme et brillante. Les bergeries, sèches et bien aérées, préviennent les parasites et les maladies cutanées. À chaque saison, les éleveurs vaccinent, vermifugent et inspectent les animaux, car la santé du mouton détermine directement la qualité de la fibre. Avant la période de reproduction, les brebis suivent une phase de flushing, où leur alimentation est renforcée pour stimuler la fertilité et produire des agneaux vigoureux à la laine plus fine. Pendant l'agnelage, les mères sont surveillées de près pour garantir que les nouveau-nés tètent rapidement. Quelques semaines plus tard, les petits sont identifiés, pesés, puis transférés dans des pâturages plus riches pour le sevrage. Lorsque les mois chauds arrivent, les troupeaux sont lavés, traités contre les tiques, puis séchés naturellement avant la tonte. Chaque animal est manipulé avec douceur pour éviter le stress et obtenir une toison complète, propre et intacte. Après la tonte, les moutons sont inspectés, soignés en cas de petite coupure, puis remis au pré. À chaque étape, de la nutrition aux soins en passant par la tonte, les normes de bien-être animal sont scrupuleusement respectées, car seules des brebis en bonne santé produisent une laine pure, résistante et de grande valeur. Après plusieurs mois de croissance, lorsque la toison est à maturité et que le climat se radoucit, débute la saison de tonte. Ce moment garantit le confort des moutons et leur laisse le temps de reformer leur laine avant l'hiver. Avant la tonte, le troupeau est placé dans des enclos propres et secs, nourris légèrement pour qu'il reste calme et stable. Les tondeurs, véritables artisans spécialisés, utilisent des tondeuses électriques de précision en suivant une séquence rigoureuse, ventre, pattes, flancs, épaules, puis dos. L'objectif est d'enlever la toison entière d'un seul mouvement fluide, sans casser ni abîmer les fibres. Un tondeur expérimenté peut tondre 200 à 250 moutons par jour, soit à peine 1 à 2 minutes par animal. Les parties plus sales et courtes du ventre sont réservées aux produits industriels, tandis que la longue laine blanche du dos et des flancs est destinée au textile haut de gamme. Après la tonte, chaque mouton est examiné, désinfecté si nécessaire, puis laissé au repos. Chaque toison, fruit d'une année de soins, devient la première matière brute du voyage industriel de la laine. Des hangars de tonte, les toisons fraîchement coupées sont envoyées dans les zones de tri, où le savoir-faire humain demeure essentiel malgré l'automatisation. Chaque toison est étalée sur une grande table et examinée selon la couleur, la longueur et la finesse de la fibre. Les parties souillées ou trop courtes sont retirées.
Les trieurs séparent la laine selon sa provenance. Celle du ventre et des pattes pour les usages industriels, celle du dos et des flancs pour les textiles fins. Ce tri méticuleux maximise la valeur de chaque toison et assure une uniformité parfaite avant le compactage en balle. Celles-ci, compressées par de puissantes presses hydrauliques, pèsent entre 130 et 180 kg, puis sont enveloppées dans de la toile de jute ou du plastique épais. Chaque balle est étiquetée avec des informations détaillées. Ferme d'origine, race du mouton, grade de la laine, garantissant une traçabilité complète tout au long de la chaîne. Ces balles immaculées sont ensuite transportées vers les usines de lavage, où commence la transformation industrielle. Lavage, dégraissage, purification. Dans la zone de traitement, la laine est d'abord ouverte mécaniquement. Des cylindres à dents métalliques tournant à grande vitesse séparent les fibres et retirent poussière, herbe et terre. Cette opération facilite l'absorption d'eau lors du lavage. Le système de lavage, composé de 6 bains d'eau chaude à environ 80 degrés Celsius, utilise d'abord une solution savonneuse pour dissoudre la lanoline, puis de l'eau claire pour le rinçage. Entre chaque bain, des rouleaux presseurs extraient l'eau sale sans abîmer les fibres. Les capteurs ajustent température et flux pour maintenir la qualité optimale. La lanoline récupérée est raffinée et réutilisée dans les cosmétiques et la pharmacie. Ensuite, la laine propre passe dans un séchoir rotatif où l'air chaud circule uniformément. Le résultat, des fibres souples, brillantes, parfaitement sèches et prêtes pour le mélange. Dans l'atelier de conditionnement, les balles sèches sont introduites dans une machine de mélange. Les lots, variant selon leur couleur ou finesse, sont pesés et homogénéisés par des rouleaux spiralés. L'air y est humidifié pour éviter l'électricité statique. Les fibres ressortent légères, moelleuses et élastiques, prêtes pour la cardeuse. La cardage réoriente toutes les fibres dans la même direction. La laine passe entre plusieurs rouleaux garnis de dents métalliques tournant à vitesses différentes. Les fibres s'y séparent, se redressent, s'affinent. Les systèmes d'aspiration éliminent les dernières impuretés. En sortie, la laine forme un voile continu, roulé en ruban doux et régulier. Ce procédé redonne cohésion et uniformité à la fibre, base essentielle de la qualité du tissu. Dans certains ateliers artisanaux, on perpétue encore le cardage à la main, avec 2 brosses métalliques entrecroisées. Bien que lent, ce geste ancestral permet un contrôle délicat de la tension et préserve l'élasticité naturelle et l'éclat de la laine. Une fois cardée, la laine passe au filage, étape cruciale où se décide la finesse et la résistance du fil. Dans les métiers modernes, plusieurs rouleaux étirent progressivement les rubans, pendant que les fibres sont légèrement huilées pour réduire la friction. Puis, un système de torsion les enroule ensemble pour former un fil solide et homogène. Des capteurs contrôlent la tension et la régularité du fil, tandis que des scanners optiques détectent toute imperfection, immédiatement corrigée par fusion thermique. Le fil est ensuite bobiné sur des cônes standardisés. Dans les ateliers traditionnels, les artisans utilisent encore la roue à filer, obtenant des fils au caractère unique, souvent réservés aux pièces de luxe. Vient alors le tissage, où les fils deviennent textiles. Avant le processus, les capteurs mesurent la tension, l'humidité et la densité des fils. Des milliers de brins sont tendus sur le métier, formant la chaîne du tissu, tandis que la trame est projetée par une navette ou un jet d'air. Les capteurs détectent la moindre rupture. À la moindre anomalie, la machine s'arrête. Le tissu formé est ensuite inspecté sous des lampes puissantes, les petits défauts corrigés à la main. Le tissu brut part ensuite au finissage. Foulonnage dans l'eau tiède, cardage fin pour adoucir la surface, teinture, fixation à la vapeur, séchage à basse température. Il en ressort dense, souple et lumineux, prêt à devenir manteau, plaid ou costume. Enfin, les rouleaux de tissu atteignent la section coupe et couture, où ils prennent forme. Dans des salles à température contrôlée, des lames rotatives découpent chaque pièce selon des patrons numériques. Les morceaux sont ensuite assemblés sur des machines à double aiguille, repassés à la vapeur, inspectés, pliés et étiquetés pour la distribution mondiale. De ces vastes pâturages aux ateliers de couture, le voyage de la laine illustre l'équilibre fragile entre nature et technologie, tradition et innovation. Si ce documentaire vous plaît, alors n'oubliez pas de mettre un like, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucun de nos contenus. Mais ne partez pas encore, ce n'est pas tout. La suite de cette vidéo sera tout aussi passionnante. Alors restez avec nous jusqu'au bout. Saviez-vous que ce dessert doux,
coloré et délicat que nous appelons gélatine trouve son origine dans les os et les peaux d'animaux? Même si cela peut sembler surprenant, derrière chaque cuillerée de gélatine se cache un processus industriel complexe qui transforme des restes animaux en l'un des ingrédients les plus polyvalents de l'univers alimentaire. Aujourd'hui, dans ce voyage fascinant, vous allez découvrir comment la gélatine est fabriquée de A à Z, avec une précision presque chirurgicale, une technologie de pointe et une histoire que peu connaissent. La gélatine a en effet un passé ancien et fonctionnel. Dans l'Égypte antique, on faisait déjà bouillir des os pendant de longues heures pour obtenir un bouillon gélatineux utilisé à la fois dans l'alimentation et dans certains traitements. Toutefois, ce n'est qu'en 1845 que l'inventeur Peter Cooper a breveté la gélatine telle que nous la connaissons aujourd'hui. Un ingrédient sec, simple à préparer et à conserver, qui a révolutionné la cuisine moderne. Des décennies plus tard, pendant les guerres mondiales, sa valeur a atteint son apogée. Compacte, légère, riche en protéines et parfaite pour nourrir les soldats sur le front. De nos jours, la gélatine incarne l'évolution de cette idée ancestrale. La gélatine n'est plus seulement un dessert pour enfants. On la retrouve dans les gélules médicales, les compléments alimentaires pour sportifs, les cosmétiques ou encore comme outil clé dans l'industrie de la viande. Mais pour comprendre tout cela, il faut d'abord connaître ses propriétés. Le collagène, une protéine présente en grande quantité dans la peau, les os et les tissus conjonctifs des bovins et des porcs, est la base de la gélatine. Sa capacité à former un gel lorsqu'il refroidit en fait un ingrédient unique et hautement fonctionnel. La gélatine n'a ni couleur, ni goût, ni odeur, mais sa véritable magie apparaît au contact de l'eau chaude. Elle se dissout complètement, puis en refroidissant, elle se transforme en une substance ferme, élastique et légèrement brillante. Cette texture la rend indispensable dans des milliers de produits, des desserts classiques aux bonbons gélifiés, en passant par les guimauves, les yaourts et bien d'autres. En dehors du domaine culinaire, la gélatine occupe une place majeure dans l'industrie pharmaceutique. Elle sert à fabriquer des gélules molles et dures qui protègent les principes actifs des médicaments tout en se dissolvant facilement dans l'organisme. Elle est également essentielle dans les compléments alimentaires, notamment ceux enrichis en collagène hydrolysé, très prisés par les sportifs et par ceux qui cherchent à améliorer la santé de leur peau et de leurs articulations. Dans le secteur cosmétique, on la retrouve dans des crèmes, des gels, des masques et même des shampoings. Son pouvoir à améliorer l'élasticité de la peau et à renforcer les cheveux et les ongles en fait un ingrédient de grande valeur. Mais la gélatine est aussi employée dans l'industrie carnée, la photographie traditionnelle et même dans la fabrication de colles spécialisées. Dans le sport, de nombreux athlètes en consomment régulièrement comme complément de leur alimentation. Connaissiez-vous tous ces aspects de la gélatine? Préférez-vous la consommer comme dessert ou comme complément? La production industrielle de gélatine commence par la collecte de matières premières riches en collagène. Celles-ci proviennent principalement de l'industrie de la viande, os, peau et tissus conjonctifs de porc et de bovins. Bien qu'elles ne soient pas destinées à la consommation directe, leur valeur nutritionnelle et fonctionnelle est immense. Une fois collectées, elles sont transportées dans des camions réfrigérés vers des usines spécialisées. Le froid est crucial pour éviter la décomposition et préserver l'intégrité du collagène. À l'arrivée, tout est soumis à une inspection et à un nettoyage rigoureux. Les restes de viande, de graisse et autres impuretés sont éliminés grâce à des jets d'eau puissants et des solutions adaptées. Cette étape est déterminante. La pureté du collagène dépend d'un nettoyage irréprochable. Ensuite, les peaux sont découpées en fines bandes et les os broyés jusqu'à atteindre de petits fragments d'environ 2 cm. Cela maximise l'exposition du collagène et facilite son extraction. Les matières sont ensuite plongées dans de grands réservoirs d'eau chaude à 70 degrés Celsius. Cette température est idéale, assez élevée pour rompre les fibres et libérer le collagène, mais sans altérer sa structure moléculaire. Pour améliorer sa solubilité, on ajoute des agents acidifiants comme le vinaigre. Ces substances modifient légèrement la structure protéique, rendant le collagène plus facile à extraire et optimisant les étapes suivantes du processus. Ce procédé, qui semble simple, est en réalité une véritable chorégraphie de chimie, de température et de temps, transformant des restes animaux en une base précieuse pour la gélatine. Vient alors l'étape cruciale, l'extraction du collagène. Les os et peaux préparés sont longuement cuits dans d'énormes cuves fermées. Cette cuisson lente permet aux fibres de se dissoudre progressivement, donnant un liquide épais et riche en protéines, semblable à un bouillon concentré. La précision est essentielle. Si la température est trop élevée, la structure du collagène est endommagée et la qualité de la gélatine compromise.
trop basse, l'extraction reste incomplète. Chaque paramètre est donc strictement contrôlé: chaleur, durée, acidité. Le liquide obtenu, bien que visqueux, contient encore des impuretés et des résidus indésirables. Il doit passer par une filtration très fine. Dans les usines les plus modernes, des microfiltres en céramique sont utilisés. Ils retiennent même les particules les plus infimes, sous haute pression, ne laissant passer qu'un liquide translucide et pur, prêt à être concentré. Cette étape garantit la clarté, la texture et le goût de la gélatine finale. Chaque goutte a été raffinée avec une précision industrielle, fruit de décennies de recherche et d'expertise. Une fois le collagène purifié, vient l'étape de la concentration. La solution passe dans de vastes réservoirs d'évaporation où l'eau excédentaire est soigneusement éliminée. Peu à peu, le volume diminue jusqu'à obtenir une consistance épaisse et dense, semblable au miel. Ce concentré contient l'essentiel: protéines, acides aminés et structures collagéniques nécessaires à la gélatine, mais il n'est pas encore utilisable. Pour garantir sa sécurité, il subit un chauffage rapide qui détruit les micro-organismes restants sans altérer ses propriétés. Puis le mélange est refroidi progressivement dans des conditions contrôlées. Les molécules de collagène s'ordonnent alors, formant une masse semi-solide, élastique et brillante, la gélatine brute. Ce bloc est ensuite pressé à travers des disques perforés, donnant naissance à de fins filaments. Ces derniers tombent sur des tapis roulants où ils sont séchés à l'air chaud stérile, jusqu'à élimination complète de l'humidité. La gélatine sèche est ensuite broyée en une poudre fine et homogène. C'est cette poudre qui constitue la base de la gélatine que nous connaissons. Mais avant d'arriver dans nos cuisines, il reste à lui donner saveur, couleur et caractère. À ce stade commence l'une des étapes les plus créatives: le mélange des ingrédients. Du sucre est ajouté en premier. Il n'apporte pas seulement la douceur, mais améliore aussi la texture finale et aide à prolonger la conservation. Des régulateurs de pH comme l'acide citrique sont ensuite incorporés pour équilibrer l'acidité et offrir un goût agréable et constant. Puis viennent les arômes: fraises, citron, ananas, orange, intégrés avec soin pour garantir une expérience fidèle et savoureuse à chaque préparation. C'est à ce moment que la gélatine prend sa personnalité. Des colorants, naturels, comme la betterave, le curcuma ou la carotte, ou artificiels, sont ensuite ajoutés. Ces teintes vives ne servent pas qu'à embellir. Elles renforcent l'expérience sensorielle du consommateur. Pour terminer, on incorpore des stabilisants et des anti-agglomérants qui évitent que la poudre ne s'agglutine et assurent une dissolution rapide lors de la préparation à domicile. Le résultat: une poudre parfaitement équilibrée, prête à être conditionnée. L'emballage est l'étape finale, mais essentielle. La gélatine en poudre est d'abord stockée dans de grands conteneurs pouvant contenir jusqu'à 1 tonne. Elle passe ensuite par des systèmes automatisés de dosage qui la répartissent en portions précises destinées aussi bien à la consommation domestique qu'à l'usage industriel. Les petits formats de 10 à 15 grammes, que l'on retrouve en supermarché, sont conçus pour préparer un demi-litre de gélatine. Des versions familiales de 100 grammes ou plus existent aussi, ainsi que des conditionnements industriels de plusieurs kilos pour les confiseries, glaciers ou boulangeries. Chaque sachet ou boîte est scellé hermétiquement et étiqueté automatiquement avec toutes les informations nécessaires: parfum, date de péremption, lot de production, valeur nutritionnelle. Ces emballages sont pensés pour être attractifs et fonctionnels, protégeant la poudre de l'humidité, de la chaleur et d'autres facteurs extérieurs. Enfin, les produits finis sont regroupés en carton, placés sur palettes et expédiés vers les centres de distribution. De là, ils rejoignent supermarchés, commerces de proximité et pâtisseries du monde entier. Mais avant de conclure, il faut rappeler un point essentiel: les bienfaits de la gélatine. Elle n'est pas seulement gourmande, elle est aussi bénéfique. Sa polyvalence lui permet de se retrouver dans des produits très variés, des desserts et bonbons aux gélules pharmaceutiques et compléments alimentaires. Sa propriété la plus précieuse est sa capacité gélifiante. Dissoute dans l'eau chaude puis refroidie, elle donne une texture semi-solide et élastique qui permet de créer flan, mousse ou guimauve. En plus, elle agit comme stabilisant, épaississant et liant dans l'industrie agroalimentaire. D'un point de vue nutritionnel, elle est une source de collagène, protéine clé pour la santé de la peau, des cheveux, des ongles et des articulations. Elle contient des acides aminés comme la glycine et la proline, qui favorisent la régénération cellulaire, la souplesse des tissus et le bon fonctionnement digestif. Sans graisse ni cholestérol, très faible en calories, elle est idéale dans les régimes équilibrés.
Elle est souvent intégrée dans les plans alimentaires de ceux qui cherchent à améliorer naturellement la mobilité de leurs articulations ou à renforcer leurs cheveux et leurs ongles. Dans le monde du sport, elle est utilisée comme complément pour soutenir la récupération musculaire et préserver l'élasticité des tendons et ligaments. Et en pharmacie, elle permet de concevoir des gélules plus faciles à avaler et à digérer. Si ce documentaire vous plaît, alors n'oubliez pas de mettre un like, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucun de nos contenus.